Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur Jean-Marie Lapointe. Bonjour Jean-Marie, comment ça va? Ben ça va super bien, je suis en train de prendre une gorgée un peu plus, je m'étouffais. Pour te faire connaître un peu aux auditeurs, tu es comédien, animateur, grand sportif et aussi auteur. Deuxième ouvrage qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Oui, tu pourrais dire entre les énumérations, un bénévole à temps... Très actif. Oui, je peux pas dire à temps plein, mais parce que je gagnerais pas ma vie, mais je suis assez actif dans le bénévolat aussi. Très impliqué socialement. Parlons-en justement de ton implication. Tu t'impliques beaucoup auprès des enfants malades. Oui, les personnes handicapées avec le défi sportif Altergo, les enfants en fin de vie avec le camp et l'hôpital Sainte-Justine. Le Grand Chemin, anciennement connu sous le nom de les centres Jean Lapointe. On a 3 centres. On en a un à Québec, à Montréal et un en Mauricie. Je suis co-porte-parole avec Penelope McQuaid. La fondation de Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, qui est l'interprète du Dalai Lama, qui a des projets humanitaires au-dessus d'une centaine de projets humanitaires partout dans le monde. Et j'en oublie une gang, c'est sûr. La Maison de l'Éclaircie à Sainte-Foy pour les troubles alimentaires. Et le Fonds Espoir de Johanna Comtois, qui est un fonds qui a été, qui est en association avec la Fondation Sainte-Justine pour la recherche des cancers rares. Et Johanna Comtois, c'est une jeune petite femme merveilleuse que j'ai accompagnée aussi, que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de connaître pendant plusieurs mois. Alors, je suis impliqué là-dedans aussi. Voilà. Tu trouves le temps de faire tout ça? Ben, parce que je travaille pas. Alors, quand je travaille pas, je fais du bénévolat. Non, mais en fait, je travaille, tu sais, justement, je viens de publier un livre, tu le sais, je donne des conférences, je suis animateur, je suis comédien, je fais plein de petites choses, mais j'ai pas une job à temps plein. Tu sais, je fais des chroniques à Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Christine Michaud. Ben, TVA, mais tu vas une fois dans ton mois, puis tu as 2 mois de fête de travail, tu sais. Alors, j'ai pas à travailler sur un projet à temps plein. Et j'aimerais ça. Mais j'ai actuellement dans ma vie plus de temps libre que j'en avais avant. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce temps libre-là? Ben oui, je m'entraîne, oui, je peux faire du bénévolat, je prends soin de moi, je fais plein de choses, je travaille sur des projets, je développe des projets, mais j'ai au moins la chance de pouvoir avoir un peu de temps libre pour le donner aux autres. Alors, tu sais, quand tu travailles beaucoup, tu fais des sous, tu économises, tu accumules de l'argent, donc tu peux donner des sous dans des télétons. Mais quand tu n'as pas beaucoup de sous, mais que tu as du temps, tu peux donner du temps aussi. Donc, moi, personnellement, je pense que je préfère ça. Pour avoir fait les deux, il y a un moment dans ma vie où je travaillais très fort, j'avais beaucoup de sous, et je faisais un chèque au Téléthon, puis j'étais content. Mais j'avais une petite frustration dans mon cœur parce que je voulais être dans le contact avec des gens qui vivaient des difficultés ou côtoyer des gens qui travaillent à sauver le monde, par exemple. Mais quand tu as commencé à goûter à ça, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, des ados ou des enfants en fin de vie, je voulais pas changer de place, là. Je préférais être sur le terrain et en contact avec les gens plutôt que de prendre mon chéquier puis de faire un chèque. Entre les deux, je préfère être sur le terrain. Mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas cette capacité-là, ni le temps. Alors, on a besoin d'argent, mais on a aussi besoin de personnes sur le terrain aussi. Et ça apporte beaucoup de faire du bénévolat. Moi, j'en ai déjà fait beaucoup auprès des enfants, puis ça nous apporte autant que ça apporte aux enfants. C'est difficile de demander qu'est-ce que ça apporte aux autres, notre bénévolat, ou quand on passe du temps. Par contre, on le sait, qu'est-ce que ça nous apporte à nous. C'est pas payant, mais c'est enrichissant autrement. Tout à fait. Mais oui, ça apporte beaucoup. Je suis prêt à en parler pendant des heures, mais en fait, c'est un peu, c'est drôle parce que tu as lu mon livre, il y en a beaucoup question de l'engagement, du bénévolat, puis comment les personnes que j'ai rencontrées ont profondément changé des choses en moi. Ça brasse des affaires en dedans quand on aide puis qu'on donne du temps. Oui, ça a brassé des choses en moi. Je pense que ça brasse des choses en toute personne qui décide de tendre la main. Mais c'est naturel. C'est dans notre nature profonde, dans notre cœur humain, que de tendre la main à l'autre quand quelqu'un est en souffrance ou est dans le besoin. C'est normal. Et comment est venue l'idée justement de faire ce récit-là, Je ne t'oublierai pas? Je ne t'oublierai pas est venu par hasard. C'est-à-dire que j'avais déjà publié un livre à la fin des années 90. J'avais adoré mon expérience, mon voyage de pêche, le titre du livre, avec
Où tu parlais de ton père? Oui, la relation père-fils était omniprésente dans le livre, mais c'était un livre publié chez les éditions Alain Stanquet. Et c'était une aventure, un cri du cœur. C'était vraiment ce que j'avais envie de déclarer à mon père et au monde entier, l'amour père-fils qu'on avait et dont j'étais très fier aussi. Mais je suis pas un auteur, je suis pas un écrivain, puis c'est pas ma priorité dans la vie, quoique j'adore le faire. Et quand j'ai l'occasion, comme actuellement, de te parler de mon livre ou de me promener, faire les salons du livre, rencontrer d'autres auteurs, les lecteurs, c'est vraiment un bonheur. J'adore faire ça. Mais l'idée est venue plutôt que... Comment je pourrais dire? On parle des années 1990, fin des années 90-2000. Entre 2000 puis 2014, on parle, il y a presque 15 ans qui s'écoulent. Et ma vie professionnelle a beaucoup changé. J'ai décidé de faire des documentaires. Je fais un petit peu moins d'animation comme j'en faisais. Je suis moins comédien. Je fais un peu plus de sport. Donc, ma vie change, mais aussi à travers l'accompagnement de fin de vie, le bénévolat, l'entraînement, la méditation. Et Lison Lescarbot, qui était la directrice de l'édition que tu connais, chez Libre Expression, me convie à un lunch. Nous, on est des amis du cégep. On se connaît, ça remonte à loin. Alors, elle avait vu une entrevue que j'avais accordée à la télé, puis elle avait été touchée par le contenu de l'entrevue, tout ça, puis elle m'avait dit « Hey, lui, j'ai envie de le voir, on se book un lunch, puis on se rencontre. » C'est ce qu'on a fait, mais la rencontre n'avait pas un but précis. C'était pas comme genre, à la fin du lunch, on signe un contrat d'édition. Pas du tout. On n'avait même pas d'idée de livre. Mais c'est la conversation qu'on a eue durant le lunch nous a permis de découvrir que, effectivement, le cheminement que j'avais décidé de faire, ou ce que la vie avait décidé de faire comme changement dans moi, finalement, depuis 15 ans, l'avait beaucoup touché. Donc, évidemment, l'accompagnement, le bénévolat et tout ça, ça touchait beaucoup Lison. Et je revenais du voyage à Hong Kong où j'ai failli me noyer lors d'un accident d'une compétition de bateau dragon. Tu en parles dans le livre. Oui, c'est assez présent dans le livre. Et ça avait beaucoup touché Lison. Alors, Lison, à la fin du repas, était en train de gribouiller quelque chose, un bout de papier, en fait, sur la nappe en papier du resto. Puis c'était écrit « Je ne t'oublierai pas ». Elle avait eu un flash. C'est comme si c'était le titre qui lui était comme apparu dans l'esprit pendant la conversation. Puis quand j'ai vu ça, elle dit « Oh boy, je ne t'oublierai pas ». C'est tellement un beau titre de livre. Elle m'a dit « Garde, je te laisse partir, marine dans tes pensées un peu, reviens-moi après ça dans quelques jours, quelques heures ou quelques semaines, puis on s'en reparlera. » Puis effectivement, quand on s'est rappelé, on s'est dit « Ouais, je pense qu'on a de quoi ici, il y a quelque chose qui se passe. » Alors on a commencé à échafauder un petit projet d'écriture, puis c'est comme ça que c'est lancé. Ça s'est passé en juillet 2012. Juillet-août. En fait, plutôt août 2012, parce qu'en juillet, j'étais à Hong Kong. Donc, c'était un lunch un jeudi ou un vendredi midi du mois d'août en 2012. Et ce qui est beau dans Je ne t'oublierai pas, c'est que tu rends hommage dans tes histoires à des êtres lumineux qui, habituellement, dans la vie, on ne rend pas hommage parce que c'est pas des gens connus. Non, exactement. Il n'y a pas grand monde de connus dans ce livre-là, à part, évidemment, mon père. Mathieu Ricard, le moine bouddhiste en question, quelques personnes qui, bon, évidemment, Johanna Comtois a fait un peu les manchettes, les médias, on l'a connu un peu. Le docteur Jean-Pierre Chiasson est aussi connu un peu parce que c'est une des grandes références en toxicomanie au Québec, si c'est pas au Canada. Mais la plupart des gens sont des êtres extrêmement, malheureusement, inconnus, mais qui méritent d'être connus. Puis c'est pour ça aussi, c'est une des raisons que je voulais écrire un livre, c'était de les rendre connus. Puis je me dis, si ces gens-là ou ces événements ou ces organisations-là, comme le défi sportif, me changent profondément et m'apportent beaucoup de bien, ça serait dommage de ne pas partager ça. Un peu comme une boîte de chocolat, puis tu as 40 chocolats dans la boîte. Tu peux les manger les 40 si tu veux, mais tu vas avoir 40 fois plus de plaisir si tu les partages à d'autres personnes dans ton entourage. Donc, j'avais juste envie de partager ces cadeaux-là de la vie. Et jusqu'à maintenant, je pense que le feedback qu'on me donne, il donne raison à ce livre-là parce que beaucoup de gens sont touchés par le contenu. Ah, totalement. Mais on rit et on pleure aussi en lisant ton récit. Mais en même temps, je pense pas que les gens pleurent. Peut-être que tu peux le répondre, tu sais, mais on pleure-tu parce que c'est triste? Ben, des fois, il y a des moments touchants, comme le jeune garçon que tu as accompagné jusqu'à la fin. C'est sûr
on revu des trucs et on pleure. En tout cas, moi, je pleurais, puis je trouvais ça touchant de voir ça, qu'elle t'accompagne jusqu'à la fin. Bon, ben l'exemple que tu parles, probablement tu fais allusion à Laurent, celui que j'ai accompagné jusqu'à sa dernière respiration. Laurent Pilon est décédé à 19 ans et il a bouleversé ma vie aussi. Mais c'est bouleversant, c'est touchant, mais c'est pas triste. Je ne pense pas que ce soit lourd et que ce soit triste, mais c'est touchant. Aucunement. C'est pas ce que je voulais d'ailleurs, mais clairement, on peut pas sauter de joie quand on parle de la mort d'un enfant. Mais à travers l'expérience de l'accompagnement et à travers la mort, c'est Félix Leclerc qui disait, c'est beau la mort, c'est plein de vie dedans. C'est effectivement, il y avait plein de vie dans cet événement-là ou dans cette expérience-là. Et quand tu rencontres les parents de gens, d'enfants, et ces parents-là qui ont perdu un enfant, et tu vois comment, on parle beaucoup du mot de la résilience. C'est vrai que parfois le mot est peut-être un peu galvaudé, mais j'en ai vu des exemples de résilience de personnes, des parents qui ont perdu un enfant et qui ont trouvé un sens à cette expérience-là et qui aident à leur tour d'autres parents qui vivent des difficultés avec leur enfant malade. Et je me dis, je pense qu'ils ont compris que leur enfant n'était pas arrivé pour rien dans leur vie et qu'il n'était peut-être pas mort aussi pour rien. Donc, il y a beaucoup de ça aussi dans le livre. Beaucoup d'espoir aussi. Ouais. En fait, oui, puis il faut qu'il y en ait de l'espoir parce que si on fait juste parler de la mort d'un enfant, à un moment donné, tu vas tourner en rond, puis tu vas t'épuiser, puis tu vas t'époumoner, puis tu vas épuiser tout le Kleenex que tu as autour de toi. Mais non, c'est ça, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'espoir, puis c'est pas... Je pense pas que ce soit des histoires qu'on raconte et qu'on manipule la fin pour essayer de bien faire avaler la pilule. Non, on raconte les choses telles qu'elles sont dans ce livre, telles que sont arrivées. Et j'ai avec l'édition, avec Nadine, qui avait reçu le flambeau de Lison, parce que Lison Lescarbot avait démarré le projet, puis elle ne pouvait pas le compléter, donc c'est Nadine qui a poursuivi avec moi, Nadine Lauzon. On a pris la décision d'appeler tout le monde qui faisait partie du livre. Ah oui? Oui, tous les chapitres, et chaque personne qui est impliquée dans le chapitre. Par exemple, dans le chapitre de Johanna Comtois, il fallait que je demande la permission à Natacha, la maman. Même chose pour Nicole, la maman de Laurent. Donc, tout le monde qui est dans le livre est revenu avec une approbation à 100%. Donc, on avait besoin d'avoir le feu vert pour avoir l'esprit en paix, pour aussi avoir le feu vert de la famille, parce que c'est sûr que tu ramènes peut-être des aventures, des histoires, tu remontes à la surface des émotions, et je voulais m'assurer que mes souvenirs de 5, 10 ou 15 ans étaient toujours aussi justes que l'événement, comment ça s'était passé à l'époque. Et tout le monde a approuvé le contenu. Donc, on pouvait vraiment publier le livre en toute tranquillité et en toute fierté, parce qu'on respectait l'âme de l'enfant qui était décédé, mais aussi l'environnement dans lequel s'était passé l'événement, et on avait quand même l'approbation du papa, de la maman ou des proches. Puis ça, c'est important pour nous d'avoir ça. Et c'est revenu, mettons, j'envoie les courriels, puis c'est revenu, et on a eu une approbation à 98%. Donc, les petits détails qui restaient à changer, c'était des histoires de prénoms, de noms, d'heures, ou c'était vraiment accessoire, là. Mais si tu me permets, Jean-Marie, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants.